Hebdomadaire, le Conseil des ministres adopte plusieurs projets de décret et une communication relative à l'assainissement de la masse salariale du personnel de l'État. Clôture des travaux de la première conférence internationale de l'initiative pour la transparence dans le secteur de la pêche et les participants se réjouissent de la teneur des débats. Le rapporteur de l'ONU chargé de la torture et des autres pratiques inhumaines et dégradantes souligne la pertinence de l'arsenal juridique mauritanien en matière de lutte contre la torture. Et nous ouvrons ce journal par la réunion hebdomadaire du gouvernement présidée par le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz. Cheikh Nasser Saadbour nous fait le récit des résultats du Conseil des ministres. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 1167 pour les substances du groupe 5 quartz dans la zone nord-est Stal, Ogman, Wilaya de Lenchiri au profit de la société Curve Capital Ventures Limited. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 1217 pour les substances du groupe 1 fer dans la zone de Gleibat Zoglan, Wilaya de Ladrar au profit de la société Elite Earth Mineral et Métal. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 1461 pour les substances du groupe 1 fer dans la zone de Twingerge Sud, Wilaya de Tirizamour au profit de la société Énergie Atlantique SARL. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 1770 pour les substances du groupe 5 quartz dans la zone de Grarat Bessenis, Wilaya de Dakhlet Nouadhibou et de Lenchiri au profit de la société Curve Capital Ventures Limited. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 1847 pour les substances du groupe 1 fer dans la zone de Gleibat Zanzer, Wilaya de Ladrar au profit de la société Jindal Steel and Power Mauritius Limited. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 2415 pour les substances du groupe 5 dans la zone de Ouad el-Ba, Wilaya du Trarza, au profit de la Société de recherche des mines et des carrières SRMC SRL. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Finances a présenté une communication relative à l'assainissement de la masse salariale du personnel de l'État. La ministre secrétaire générale du gouvernement a présenté une communication relative à la création d'une structure de promotion et de refinancement des institutions de microfinance. Cette communication propose la création d'une structure dédiée au refinancement des institutions de microfinance et à la promotion de la microfinance en général, dont l'objectif consiste d'une part à favoriser une gestion cohérente et pérenne des ressources qui le plus souvent sont éparpillées dans différents départements et d'assurer une mobilisation des ressources additionnelles dans l'intérêt de la promotion du secteur. D'autre part, l'ancrage auprès de la CDD de cette structure sera de nature à favoriser une meilleure performance de ces opérations, d'optimiser les coûts induits par sa mise en œuvre et d'éviter les nombreux inconvénients liés à la création d'une nouvelle structure sur fonds publics. Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, établissement public, Institut supérieur professionnel de langue, de traduction et de l'interprétariat, directeur général Doudouane Mohamed, professeur d'enseignement supérieur, précédemment directeur général adjoint du même institut. Les ministres des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement et des finances respectivement, Mohamed Lamine Ould Cheikh et Mokhtar Ould Diaye, ont commenté les travaux du Conseil des ministres. Intervenant en premier lieu, le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement,
a indiqué que le Conseil a examiné et adopté des projets de décret et des communications dont l'une est relative à l'assainissement de la masse salariale du personnel de l'État. Apportant des explications sur cette communication, le ministre des Finances a indiqué que la masse salariale dont le budget de l'État mauritanien est passé de 70 milliards d'ouguiyas environ en 2008 à 118 milliards d'ouguiyas environ en 2015. Il a aussi précisé que la masse salariale a aussi augmenté dans le budget de 2016 de près de 21 milliards d'ouguiyas. Vous pourrez donc suivre l'intégralité de cette conférence de presse juste après ce journal. Les rideaux sont tombés hier à Nouakchott sur les travaux de la première conférence internationale de l'initiative pour la transparence dans le secteur de la pêche. La rencontre organisée par le ministère des Affaires économiques et du Développement en collaboration avec les partenaires au développement de la Mauritanie a été l'occasion pour Sid Ahmed Ould Raïs, ministre des Affaires économiques et du Développement, de prononcer une allocution dans laquelle il s'est dit réjoui de la teneur des débats qui ont précédé cette table ronde de clôture. Bokar Bailaba nous fait le point sur les temps forts de ces travaux. Cette première conférence internationale de l'initiative de transparence dans le secteur des pêches a été marquée par plusieurs interventions, notamment les présidents mauritaniens, sénégalais, d'experts et de représentants d'organisations régionales et internationales. Et à l'ouverture des travaux de cette rencontre, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a souligné que le secteur de la pêche, à la différence de celui des industries extractives, n'a pas encore bénéficié de par le monde d'un niveau d'assainissement suffisant pour optimiser à la fois la rentabilité économique de ces ressources et leur indispensable durabilité. Il a ajouté que la promotion de la transparence et la bonne gouvernance est un impératif moral majeur pour une pêche responsable. Autre intervention, c'est celle faite par le président sénégalais, M. Macky Sall, qui a souligné l'importance de l'exploitation transparente des ressources maritimes au service du développement. D'autres personnalités ont salué l'initiative de la Mauritanie pour asseoir la transparence dans le secteur des pêches et son rôle dans la protection des ressources halieutiques en Afrique en vue de les orienter pour servir le développement durable et la lutte contre la pauvreté. Après les discours des institutionnels, la conférence a été ponctuée par des panels consacrés sur les efforts globaux pour une pêche responsable et sur une pêche responsable par le biais de transparence et de la participation. Tous les panélistes sont sur la même longueur d'onde. La pêche crée des emplois, ouvre des opportunités de commerce et constitue une source importante de protéines pour des millions d'habitants de pays côtiers comme la Mauritanie. Cependant, les panélistes mettent en bémol. La pêche fait face à un avenir incertain. La surpêche, la pêche illégale et la dégradation des écosystèmes menacent un grand nombre de stocks de poissons. Les travaux de cette première conférence ont été sanctionnés par une déclaration dite de Nouakchott. Les participants ont salué le leadership de la Mauritanie à établir la transparence dans le secteur des pêches en tant qu'initiative globale multipartite qui vise à rendre la pêche plus durable et plus responsable. Les participants à la conférence soulignent le fait que la transparence en matière d'accès aux pêcheries maritimes est essentielle pour protéger les droits des pêcheurs et faciliter un commerce de la pêche de manière juste, durable et responsable. Le rapporteur de l'ONU chargé de la torture et des autres pratiques inhumaines et dégradantes, Juan Ernesto Mendez, a souligné la pertinence de l'arsenal juridique mauritanien en matière de lutte contre la torture. Il a ajouté que des avancées notoires ont été réalisées au plan juridique et que le mécanisme adopté en la matière fait de la Mauritanie un modèle à suivre et un bel exemple de travail sur le terrain. Emina Abdelaziz. La Mauritanie a réalisé des avancées notoires dans le domaine des droits de l'homme. C'est ce qu'a précisé le rapporteur de l'ONU chargé de la torture et des autres pratiques inhumaines et dégradantes en visite actuellement dans notre pays. M. Juan Ernesto Mendez a souligné la pertinence de l'arsenal juridique mauritanien en matière de lutte contre la torture, considérant que le mécanisme adopté et la matière fait de la Mauritanie un modèle à suivre et un bel exemple de travail sur le terrain.
Les responsables onusiens qui s'exprimaient au cours d'une conférence de presse tenue à Nouakchott a fait remarquer que le mécanisme mauritanien pour la prévention de la torture offre l'opportunité de s'informer sur les conditions des détenus et de transmettre leurs doléances, bien qu'il ait besoin des ressources financières nécessaires pour mieux accomplir sa mission et renforcer son autonomie. Au sujet du déroulement de sa visite en Mauritanie, le rapporteur de l'ONU a remercié la Mauritanie d'avoir honoré ses engagements en lui, accordant les facilités nécessaires, surtout l'accès sans condition aux restrictions à tous les endroits qu'il entend visiter. Durant mon séjour en Mauritanie, je n'ai pas rencontré des difficultés et j'ai pu rencontrer individuellement les détenus dont la majorité n'a pas à avoir subi des traitements dégradants, a-t-il déclaré. Évoquant la détention des enfants, le rapporteur a salué l'initiative mauritanienne de créer un centre spécial pour les mineurs dénommé Centre d'accueil et d'insertion des enfants en conflit avec la loi, estimant qu'il s'agit d'un établissement idéal et appelé à la création éventuelle d'autres centres pour isoler les enfants détenus des autres prisonniers. S'agissant de l'esclavage, M. Juan a souligné que la Mauritanie a éradiqué toutes les pratiques esclavagistes, adopté des lois qui criminalisent celles-ci, réalisé des avancées en matière de lutte contre la violence conjugale et les comportements dégradants à l'endroit des femmes. Ce sont là des actes importants qui méritent d'être appréciés et reconnus, a-t-il conclu. Au terme de cette conférence de presse, les journalistes ont évoqué plusieurs questions relatives à la situation des droits de l'homme en Mauritanie avant que le reporter de l'ONU a présenté des éclaircissements sur ces questions. Les locaux de l'ambassade de France à Nouakchott ont abrité hier soir la cérémonie de lancement du site France Alumni Mauritanie. Un site qui est fait pour mesurer et répondre aux attentes d'un public spécifique, les alumni, anciens étudiants de France, mais aussi à celles des entreprises. Aminata Khan. Lancement du site France Alumni Mauritanie pour répondre aux attentes d'un public spécifique. Il s'agit des alumni anciens étudiants mauritaniens de France. Avec son annuaire interactif, France Alumni Mauritanie offre aux étudiants la possibilité de s'affilier au réseau et de se mettre en contact avec d'autres anciens étudiants. Le site offre également des espaces d'échange et de discussion. Sur l'utilité du site, le ministre de l'Enseignement supérieur s'est exprimé. Donc je pense que France Alumni à Nouakchott va aider les étudiants, aussi bien en termes d'orientation, d'offres de formation, des parcours, des difficultés, mais des défis. Donc il y a tout un soutien pédagogique qui peut se passer très tôt, qui malheureusement n'est pas fait dans les lycées à notre niveau, et je pense que ça va combler ces déficits. L'ambassadeur de France dans notre pays a décliné au cours de son discours les principaux axes de France Alumni Mauritanie. La plateforme France Alumni Mauritanie, que M. Borias, qui est là sur le pilotage, vous présentera d'ici quelques secondes, souhaite précisément répondre à cet objectif et elle veut intensifier la relation initiale existante. Aujourd'hui, la force des réseaux sociaux n'est plus à prouver. La plateforme France Alumni Mauritanie a vocation à mettre en réseau et à connecter les alumni par thématique, par discipline, par lieu d'études, mais aussi et surtout à mettre en relation les anciens étudiants avec le secteur privé, mauritanien et français, qui est pourvoyeur d'emploi. D'autres anciens étudiants en France ont pris la parole et ont raconté les liens qui les unissent avec la France et retracé leurs années universitaires. Un film documentaire a été également projeté, film dans lequel on retrouve d'anciens stagiaires et étudiants dans les centres et universités de France. Le réseau des musées privés mauritaniens a élu ce matin à Nouakchott Aini Naouleyi comme président de son bureau, ainsi que les autres membres du bureau. Le point avec Abdullah Damaba.
Ce nouveau bureau du regroupement des musées privés de Mauritanie est dirigé par Aynina Ouleye El Khalil Ould Taha et le premier vice-président de ce réseau, quant à Seyd Ngam, il a été élu secrétaire général de ce regroupement dont Khadija Toumint Ducros est la secrétaire aux finances. Cette élection a eu lieu en marge de la première assemblée générale constitutive de cette organisation. Mohamed Mokhtar Oulsid Ahmed, représentant Madame la ministre de la Culture et de l'Artisanat, a salué l'élection de ce nouveau bureau. Il a en outre exprimé les bonnes dispositions du ministère de la Culture et de l'Artisanat de les accompagner dans le cadre de la revalorisation du patrimoine culturel du pays. Le président nouvellement élu de ce regroupement a remercié les représentants des musées privés pour la confiance placée en sa personne. Il a par ailleurs invité les personnes concernées par le patrimoine à œuvrer pour la préservation et la valorisation des valeurs culturelles dans les expositions internationales. Le regroupement de musées privés de Mauritanie compte mettre en œuvre une feuille de route avec laquelle l'accent sera mis sur la formation et l'équipement pour doter les musées privés de Mauritanie d'un vivier de ressources humaines, de compétences et du savoir-faire afin de s'ouvrir au monde avec son identité culturelle dans l'ancrage d'un islam tolérant et solidaire. Le réseau de musées privés de Mauritanie, RMPM, est un vieux rêve porté par deux pionniers culturels. Je veux nommer le doyen Amar Fall Diagne et Khalil Ould Taha. Il faut rappeler que cette élection a eu lieu en présence de plusieurs personnalités qui s'activent pour la revalorisation de notre patrimoine culturel. La Charte nationale de la jeunesse mauritanienne a organisé hier soir dans la capitale une rencontre de concertation avec les leaders de l'opinion et des forces vives du pays sous le thème « L'intégration de la jeunesse mauritanienne », une obligation de l'instant conformément à une nouvelle vision pour l'unité. La cérémonie a été marquée par des interventions variées, des présidents de partis, des activistes de la jeunesse, des journalistes qui ont tous mis en exergue le rôle essentiel de ce pacte et son objectif noble. L'Association générale pour le travail et la santé, qui regroupe des infirmiers et des sages-femmes non employés, a organisé hier soir à Nouakchott son premier congrès institutionnel pour mettre en place son bureau exécutif. Le président du bureau, Seyd Ould Abdallah Talib, a dans son discours plaidé pour la régularisation de la situation des membres de ce groupe d'infirmiers et de sages-femmes non employés, et cela ne peut se faire qu'à travers leur recrutement et leur insertion dans la fonction publique. Et nous refermons ce journal par un rapide survol de l'actualité internationale en bref et en images avec Melika Narli. De sources israéliennes, 2 Palestiniens ont été arrêtés, accusés d'avoir agressé un gardien d'un centre commercial à Ramallah. 4 Palestiniens ont été tués par balle lors d'affrontements avec les forces d'occupation israéliennes à Kabatia, non loin de Jénine. D'autre part, l'armée israélienne a bouclé la partie de Kabatia, d'où étaient venus 3 Palestiniens qui auraient pris à partie la police israélienne Al-Quds hier. Toute la zone avait été bouclée et d'importants renforts ont été dépêchés sur place. De sources policières, les 3 assaillants seraient de Kabatia. L'affrontement aurait eu lieu à l'une des entrées de la vieille ville, lieu de grande affluence, d'où la crainte de la reprise du cycle de violence dans la partie d'Al-Quds, qui connaissait depuis quelque temps une certaine accalmie. Le dernier embrassement à Al-Quds avait eu lieu le 23 décembre dernier à Bab el-Khalil dans la vieille ville. Ce jour-là, 2 martyrs palestiniens sont tombés sous les balles de la police israélienne. Depuis octobre dernier, 164 martyrs palestiniens sont morts sous les balles de l'armée d'occupation israélienne et 26 Israéliens selon des sources internationales. 3 Algériens soupçonnés d'avoir préparé un attentat pour le compte du groupe armé État islamique ont été arrêtés en Allemagne dans le cadre d'une opération policière d'envergure. Un couple qui vivait dans un centre de réfugiés d'Attendant à environ 80 km de Cologne a notamment été écroué sur la base de mandats d'arrêt algériens. Alger les soupçonne d'appartenir à l'EI. Un 3e Algérien a été arrêté à Berlin. Il est accusé d'avoir fabriqué de faux papiers. Un porte-parole de la police berlinoise a indiqué que des ordinateurs et des téléphones saisis lors des perquisitions allaient être analysés pour déterminer si un attentat était prévu et quelles étaient les cibles.
Aucune arme ni aucun explosif n'ont été retrouvés lors de ces perquisitions qui ont mobilisé 450 policiers. Julian Assange, fondateur de Wikileaks, qui a publié en 2010 500 000 documents classés secret défense sur l'Irak et l'Afghanistan, s'est dit prêt à quitter l'ambassade d'Équateur à Londres où il est reclus depuis 2012. Si l'ONU annonce qu'il a perdu son affaire contre le Royaume-Uni et la Suède. Le groupe de travail de l'ONU a estimé que Julian Assange était victime d'une détention arbitraire. L'avocat suédois de Assange a rappelé la définition large de la détention dans la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir toute privation de liberté. Seulement, l'avis de l'ONU serait non contraignant pour les États membres. Julian Assange, contre qui est lancé un mandat d'arrêt européen, refuse de se rendre en Suède où une plainte a été déposée contre lui pour viol par peur d'être extradé vers les USA. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Lors de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres adopte plusieurs projets de décret et une communication relative à l'assainissement de la masse salariale du personnel de l'État. Clôture des travaux de la première conférence internationale de l'initiative pour la transparence dans le secteur de la pêche et les participants se réjouissent de la teneur des débats. Le rapporteur de l'ONU chargé de la torture et des autres pratiques inhumaines et dégradantes souligne la pertinence de l'arsenal juridique mauritanien en matière de lutte contre la torture. Merci, Madame, Monsieur. À demain, Inch'Allah.